Ravi de vous retrouver, accompagné de Pierre-Alix Binet, responsable des programmes et du développement stratégique chez Finance for Tomorrow. Bonjour Pierre-Alix. Bonjour Valérie. Alors, merci pour votre invitation. On le sait, le gouvernement français a présenté un plan de relance économique exceptionnel de 100 milliards d'euros, dont 30 milliards seront entièrement consacrés à la transition écologique. L'objectif, faire de l'écologie le principal levier de la reprise et de la transformation de notre économie. Alors, je rappelle que Finance for Tomorrow est la branche de Paris Europlace en charge de la promotion de la place de Paris à l'international. C'est l'initiative de Paris dont l'objectif est de faire de la finance verte et durable un moteur du développement de la place de Paris, afin de la positionner comme place financière de référence sur ces enjeux. L'organisation rassemble près de 80 membres de l'écosystème français, des banques, des investisseurs, des entreprises, des think tanks, des agences de notation extra-financière et des ONG. On s'était dit, Pierre-Alix, que tu reviendrais pour nous sur cette finance de demain. Et on avait envisagé plusieurs questions. D'abord, nous dire comment les acteurs financiers, finalement, influencent leurs clients pour accélérer cette transition écologique et quels sont les enjeux et les dilemmes de cette nouvelle finance. Eh bien, c'est une excellente question, même si on l'avait réfléchi ensemble. Donc, la notion de finance devient primordiale pour la finance, notamment pour accompagner la transition. D'abord, en fait, il faut d'abord dire qu'il est communément accepté que les acteurs financiers ont un rôle majeur pour transformer, pour accélérer la transition, en allouant des capitaux dans des secteurs clés de l'économie, d'une économie durable, d'une économie décarbonée. C'est tout le rôle de la finance durable. Je n'ai pas besoin de répéter puisque d'excellents intervenants sont passés avant moi. Mais voilà, la finance durable, c'est d'abord transformer l'économie réelle en proposant des produits financiers ayant un impact positif sur le long terme et répondre aux objectifs de développement durable, répondre aux objectifs de l'accord de Paris, c'est-à-dire la lutte contre le réchauffement climatique. Donc en gros, c'est deux choses, pour simplifier. C'est d'abord financer dans des secteurs verts pour leur développement, et puis ensuite désinvestir dans les secteurs polluants. Une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que les choses sont un petit peu plus problématiques, puisque on ne peut pas arrêter du jour au lendemain d'irriguer les entreprises. Et on se rend compte aussi que toutes les activités économiques sont polluantes. Et en réfléchissant à la masse des pratiques individuelles, on se rend compte en fait que c'est tout le système qu'il faut transformer. Ce sont les modèles des entreprises, des États, des collectivités, ce sont les chaînes de valeur, ce sont les infrastructures, etc. En fait, c'est toute cette notion d'influence dans une perspective de transition qui a un rôle majeur. Et l'économie, si elle est en amont de la décision, elle ne doit pas financer l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, mais elle a un rôle dans la capacité d'accompagner l'économie, dans sa capacité à se transformer. Donc concrètement, on peut, et c'est le slide que je propose, c'est les acteurs financiers peuvent influencer leurs clients grâce à leur choix d'investissement et des investissements. C'est en mettant en place des pratiques d'investissement intégrant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, les critères ESG, qui permet aux gérants de choisir d'investir ou de désinvestir dans des projets grâce à cette grille de lecture. C'est par exemple aussi avec des indicateurs d'impact qu'on intègre à des produits financiers, permettant à des clients, lorsqu'ils atteignent ces objectifs, d'avoir des financements moins chers. Et finalement, c'est aussi par l'engagement actionnarial que les acteurs financiers peuvent avoir un rôle. C'est en détenant une part du capital que les acteurs financiers peuvent prendre part dans la vie de l'entreprise, peuvent poser des questions, peuvent bloquer une décision parfois. Mais un investisseur seul, c'est ça qu'il faut avoir en tête, ne peut pas avoir réellement d'efficacité si en fait, il ne s'entend pas avec d'autres investisseurs. Et c'est là qu'on voit émerger en fait, des coalitions d'investisseurs dans le monde entier, de plus en plus. C'est quelque chose de tendanciel. Je peux en citer une, par exemple, une des plus grosses coalitions d'engagement et d'investisseurs, c'est la coalition Climate Action 100, qui, en fait, voilà, c'est l'exemple de 540 acteurs financiers qui représentent un encours de 52 milliards de dollars et qui se mettent dans les 100 entreprises jugées les plus polluantes et qui tentent de les faire changer de leur pratique et leur stratégie. Voilà.
Donc ça, c'est un enjeu. Donc on a besoin pour ça de données financières, de données extra-financières. Et on voit émerger, pareil, des initiatives comme la Task Force on Climate-Related Financial Disclosure, la TCFD. Donc c'est à peu près... donc ce sont des lignes directrices qui sont soutenues par à peu près 1700 acteurs financiers pour justement permettre d'avoir de la donnée fiable, robuste, qui permet aux acteurs financiers d'investir et d'appuyer leurs décisions. Puis pour ça, je parlais vraiment de comment influencer les entreprises, les acteurs publics, donc les collectivités, les États. On peut aussi influencer les épargnants. Et c'est mon troisième petit carré vert que vous voyez sur mon slide. C'est la mobilisation de l'épargne. C'est un peu le nouvel horizon de la finance durable. On se rend compte en Europe, par exemple, que 40% des actifs financiers sont détenus par des épargnants, donc par les citoyens. Quand on se dit ça, je prends appui sur un sondage de 2020 réalisé par Vigeo avec l'IFOP, l'Institut de sondage IFOP, qui dit que en France, 5% en fait des Français ont investi dans des actifs, dans des produits ISR. Et ça s'explique parce que seulement 5% des épargnants se sont vus proposer des assurances vie, des produits d'épargne ISR. Donc 5%, c'est peu, au vu des enjeux. Et on se rend compte finalement que globalement, les Français, seulement 15% savent ce que c'est l'ISR. Bon, donc on voit deux enjeux. D'abord, il faut que les épargnants, les citoyens, tout à chacun, puissent comprendre l'impact que ça a d'épargner et l'impact que peuvent avoir leur épargne. Et deuxième enjeu, c'est la formation des chargés de clientèle au sein des acteurs financiers. Donc ça, on voit un certain nombre de réglementations émerger. Hein. C'est la révision du règlement MiFID qui va obliger en fait les conseillers de clientèle à informer et à proposer des produits durables. C'est la loi Pacte en France. Et finalement, c'est l'ensemble des acteurs financiers qui doivent transformer leurs pratiques et accompagner le mouvement de la mobilisation de l'épargne. Alors justement, Pierre-Alix, tu me parlais de la loi Pacte à l'instant et c'est intéressant qu'on s'en parle. Comment l'État encadre et soutient cette finance verte et est-ce que tu peux nous dire aussi comment ça se manifeste au niveau européen et quel est évidemment le rôle et l'impact des plans de relance le rôle de l'État a un rôle majeur dans la finance et dans la finance durable parce que l'État définit le cadre d'action des marchés financiers. En France, on a la chance de s'appuyer sur un dialogue public-privé très vertueux qui a permis de justement développer, de soutenir le marché et finalement de préparer les acteurs aux nouvelles dynamiques et aux nouveaux risques climatiques. Donc évidemment, tout n'est pas parfait et ce n'est pas suffisant au regard de l'urgence climatique et de tous les enjeux auxquels nous devons faire face. Mais les modèles et les réglementations françaises sont montrés en exemple à l'international. Et c'est ma slide suivante. On peut voir effectivement que la place de Paris s'est développée grâce à un écosystème solide et une réglementation ambitieuse. En fait, dès 2001, c'est la loi sur les nouvelles réglementations économiques qui a formalisé les exigences de reporting en matière environnementale, sociale et de gouvernance. J'en cite quelques-unes comme ça pour illustrer. En 2010, déjà, donc maintenant il y a plus d'une dizaine d'années, c'est la loi sur le Grenelle 2 qui avait étendu les dispositifs d'obligation en termes d'information extra-financière aux sociétés de plus de 500 salariés et notamment les gestionnaires d'actifs. Donc voilà, dès avant 2015, qui est l'année un peu d'étape qui a montré que l'État justement avait un rôle crucial, la France exerçait une forme de leadership réglementaire. Et puis c'est 2015 qui a marqué vraiment le début de l'accélération en termes de réglementation. On voit qu'en 2015, on a l'accord de Paris qui a permis justement de donner un horizon et de clarifier cet horizon pour les politiques publiques en matière de réchauffement climatique. Et puis c'est la loi pour la transition
énergétique pour la croissance verte en France en 2015, qui a permis avec son fameux article 173 d'instaurer un cadre obligatoire de reporting pour les acteurs financiers en matière d'ESG et de climat. Donc ensuite, tout est allé très vite. Je cite quelques dates, mais 2016, on a 2 labels publics en France, avec le label Greenfin, le label ISR, propriété de l'État, qui sont justement gérés par le ministère de l'économie et le ministère de la transition environnementale. En 2017, c'est le réseau NGFS, le réseau des superviseurs et des banques centrales qui se mettent ensemble pour justement changer les règles prudentielles, développer des stress tests climatiques et développer une réflexion au niveau prudentiel, macro-prudentiel. En 2019, c'est la loi Pacte, avec la loi Pacte qui permet justement de développer avec ambition la RSE. C'est la définition de la raison d'être, la création des entreprises à mission, c'est l'obligation de proposer des assurances vie labellisées en unité de compte, labellisées ISR, Finansol, Greenfin. Et tout ça, j'en viens du coup au fait que toute cette ambition a permis d'influencer toutes les avancées au niveau européen, puisque, et c'est quand même quelque chose à noter, c'est qu'aujourd'hui, le développement, l'implication publique au niveau de la finance verte ne se fait plus qu'au niveau des États sur le continent européen, mais au niveau finalement de l'Union européenne dans son ensemble. Donc, en France, on aime bien dire que l'article 173 a influencé le règlement disclosure, que le rapport de Patrick de Cambourg, qui est président de l'autorité nationale comptable, a largement influencé la révision de la directive NFRD. Finalement, c'est en décembre 2019, lorsque Ursula von der Leyen est arrivée à la tête de la Commission européenne, on a vu se dévoiler vraiment une ambition européenne au regard de l'environnement en général et du digital, et en matière d'environnement sur le financement de la transition environnementale, donc de la finance durable. Et là, on a une stratégie qui a été renouvelée, une stratégie de finance durable basée sur 3 axes. Donc c'est le règlement taxonomie. Donc ça, je pense que Sébastien Delpont de Greenflex en a parlé. Donc j'y reviens pas. Ce langage commun pour catégoriser un peu les activités économiques en fonction de leur externalité environnementale. Et puis on a le règlement disclosure. Donc ça, c'est très important. C'est un texte qui permet justement d'établir des règles harmonisées en matière de publication d'informations pour les produits d'investissement durable, et aussi de la prise en compte des critères des risques ESG, notamment en matière d'incidence sur ces produits. On a aussi le règlement benchmark. Donc ça, c'est tout ce qui permet justement en quelque sorte d'une certaine forme de labellisation des indices durables. C'est aussi très important. Donc ces 3 grands axes, j'ai appuyé sur le slide, excusez-moi. Tous ces 3 grands axes ont permis justement d'accélérer et de permettre aux acteurs financiers aussi d'accélérer sur leur stratégie propre, et aussi de permettre aux États membres de développer leur propre politique publique, d'aller plus vite, plus loin, plus fort en matière de finance durable. On a aussi le standard Green Bond, donc on voit se développer les Green Bonds. Quand on parle de finance durable, en général, on parle de Green Bond. C'est un standard volontaire que lance la Commission européenne pour justement améliorer l'efficacité, la comparabilité, pour améliorer la crédibilité et la transparence de ces obligations, et permettre aux acteurs de marché de développer et de développer leur stratégie pour investir mieux, pour émettre des obligations de l'Union européenne. On a l'écolabel. Les labels, c'est très important. C'est ce qui permet de mobiliser les acteurs. C'est ce qui permet de formaliser un petit peu le cadre de l'écosystème. L'écolabel européen, ça permet de renforcer l'intégrité des produits financiers pour les consommateurs. Et puis, je ne peux pas ne pas parler de la révision de la directive NFRD qui permet justement de rendre plus lisible et de simplifier le cadre de reporting des entreprises. Parce que sans données, c'est très difficile pour les acteurs financiers d'établir des stratégies et de réorienter les financements dont la transition environnementale a besoin. Alors, beaucoup de labels, beaucoup de réglementations, de nombreux noms, un petit peu, qui peuvent générer une certaine confusion. Alors, pour le citoyen lambda, comment
comment peut-il finalement connaître l'impact carbone d'une entreprise et ses efforts pour tendre vers une meilleure empreinte écologique? Je ne vais pas vous mentir, c'est très difficile. Mais c'est comme pour le reste, en termes de finances et comme pour tous les produits de consommation, on peut inviter les citoyens à se tourner vers des labels qui permettent justement par un cahier des charges précis, validé, de permettre de donner de la confiance dans l'acte de consommation. On peut demander aux plus courageux d'aller lire les rapports publics et les rapports des entreprises publiques. Et c'est là où on voit que l'article 173, depuis l'article 173, on a une obligation d'informer sur justement toute la stratégie extra-financière. Donc tout ça est visible et public. Donc on peut se renseigner. Évidemment, quand on est chez son banquier ou dans son supermarché, il faut avoir une grosse connexion pour aller, aller voir tout ça. Et c'est un peu notre logique chez Finance for Tomorrow et au sein de la place de Paris. C'est que voilà, il faut pouvoir rendre l'information la plus accessible et la plus simple d'accès possible. C'est un peu ce qu'on souhaite faire avec, d'abord en participant activement à la réforme des labels au niveau européen, au niveau français. Et puis c'est un peu l'état d'esprit qu'on a avec l'Observatoire de la finance durable. L'Observatoire de la finance durable qu'on a lancé en 2020 lors de notre dernier Climate Finance Day. C'est un observatoire qui permet de collecter de la donnée, de l'analyser et de montrer, de faire une mesure de l'alignement des portefeuilles, de voir en quoi les entreprises financières, déjà, puisque nous, on s'occupe essentiellement des entreprises financières, comment elles peuvent témoigner par des données qui sont publiques du verdissement de leur portefeuille. Et ça, c'est très important pour nous que les associations, les ONG, la société civile et finalement tous les citoyens puissent être en mesure de pouvoir identifier la véritable stratégie de verdissement des acteurs financiers et par là même de leurs investissements donc dans les entreprises. Alors, Pierre-Alix, on a beaucoup parlé de biodiversité. Finalement, ça va être encore davantage d'actualité. Quels sont les dispositifs existants pour la financer? Ça, c'est une première question. Et finalement, comment les acteurs financiers l'abordent, cette biodiversité? Vous avez raison de parler de biodiversité, parce que la biodiversité, 2021 d'abord, est l'année cruciale de la biodiversité. C'est une année cruciale pour le financement du capital naturel et de la biodiversité. L'idée, c'est de pouvoir justement élaborer les conditions, le cadre de futurs marchés de financement de la biodiversité. Au-delà même des grandes déclarations, l'idée, c'est de pouvoir financer des véritables réorientations dans ces secteurs-là. On attend avec impatience la COP 15 qui devait avoir lieu l'an dernier, repoussée pour cause de pandémie mondiale. Donc la prochaine a lieu en octobre en Chine, à Kunming. Tout cet agenda international est ponctué par différents événements comme l'IUCN, notamment, et on attend malgré tout, même si la COP26 à Glasgow, début novembre, va traiter essentiellement de climat, les questions de biodiversité vont également être attendues. Donc l'année 2021 est l'année cruciale pour la biodiversité. Quand on parle d'environnement, ou en tout cas de l'aspect environnement du développement durable, on évoque souvent quasi exclusivement que du climat, ce qui est évidemment très important. Mais la biodiversité est quelque chose qui est lié. Ce que je disais, c'est que en matière de biodiversité, pour constituer ce marché, la transparence et la mesure de l'impact des activités des acteurs financiers sur la nature est nécessaire. Là-dessus, on a besoin d'indicateurs quantitatifs pour mesurer l'impact des entreprises et on a besoin de plus de transparence pour évaluer les risques liés à la perte de diversité. Et je peux citer deux choses, par exemple l'article 29 de la loi énergie-climat qui justement permet d'élargir les modalités, d'élargir le cadre de l'article 173 que j'ai cité tout à l'heure pour permettre d'évaluer les risques liés à la perte en biodiversité. Donc la réglementation, c'est important. C'est ce que je disais, c'est que le rôle des acteurs publics l'est tout autant, tant dans le financement que dans la mise en œuvre de normes. Donc sur les normes,
Je n'ai pas cité la TNFD, ce qui est le pendant de la TCFD, qui permet au niveau mondial de réunir des acteurs pour définir un cadre et les règles, les obligations en matière de transparence liées à la biodiversité. C'est quelque chose que l'on va entendre parler dans le secteur de la finance durable pour les prochains mois et prochaines années. Au niveau français, on a la stratégie nationale pour la déforestation importée. C'est une stratégie très importante qui permet de limiter, en tout cas de lutter contre la déforestation liée à l'importation de matières premières et à tout ce qui est produits transformés non durables d'ici 2030. En termes de financement, quand on investit dans un marché qui est encore à ses débuts, on a un gros problème de risque quand on est un acteur financier. Donc l'idée, c'est que le rôle des acteurs publics, c'est de faire de la blended finance, de la finance mixte. La blended finance, ça veut dire de financer au départ, que l'acteur public finance au départ un haut niveau de financement, jusqu'à diminuer le montant des risques et permettre aux acteurs financiers ensuite de prendre le relais et de faire vivre le marché. C'est cette blended finance, donc c'est très important. C'est lorsque au précédent One Planet Summit de janvier, la France a indiqué que sur 30% de ces investissements climat, 30% de l'ensemble de ces investissements climat devaient être co-bénéficiaires pour la biodiversité. C'est pareil lorsque, sous mandat de l'ONU, le fonds Mirova lance son fonds d'investissement Land Deforestation Integrity. Le Canada, par exemple, décide d'investir 55 millions de dollars canadiens. Ça permet justement à ce fonds de monter à l'échelle et d'être un des acteurs qui permettent de développer le marché de la biodiversité. Et tout ça, c'est aussi développer des stratégies d'investissement innovantes. C'est des fonds à nouveau sur l'agri-énergie, c'est le fonds d'Acuo et de la Massif pour citer celui-là, mais il y en a d'autres. C'est aussi le lauréat de notre challenge FinTech que nous organisons au sein de Finance for Tomorrow avec Ecotree. Voilà, il y a énormément d'acteurs qui commencent à émerger sur cette question-là pour développer des solutions innovantes. On sent que ça bouge. Ça Beaucoup bouge d'acronymes, de sigles, de labels, mais... Excusez-moi pour ça. Hein. En tout cas, on sent que ça bouge, que les choses bougent. Et on vous en remercie. Pierre-Alix, un grand merci et à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.